Bruno, merci de me recevoir chez Parmigiani à l'occasion de Watches and Wonders 2022. Vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise, ça fait à peu près 1 an 14 mois. 14 mois, avec une mission qui était de redorer le blason de cette très belle maison. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots ce que vous avez entrepris ces 14 derniers mois Oui, c'est une très belle expérience parce qu'en réalité, elle a commencé encore plus avant que je rentre parce que je connaissais la marque depuis 20 ans. Et quand on fait un processus de sélection d'un CEO, c'est une période de quelques mois. C'est-à-dire que j'ai pu étudier un peu en avance et ça m'a aidé énormément. Et parce que je pense que on dit toujours qu'est-ce que vous voulez faire dans les premiers 90 jours. Mon premier jour, c'était déjà le 80e jour. Alors, j'ai pu entrer directement dans l'action et j'étais aussi aidé par la situation de la pandémie parce qu'on ne pouvait pas voyager. On était vraiment ancrés dans notre travail au quotidien. À Fleurier, chez moi. Et ça m'a aidé à faire un travail d'introspection parce que la première chose qu'on doit faire, c'est comprendre les valeurs. Et je l'avais étudié depuis l'extérieur. J'ai connu Michel en rentrant le premier jour dans la boîte et c'était une expérience. On parle de Michel Parmigiani. C'est le fondateur, une légende vivante de la restauration. Non, la restauration. Et il y a quelqu'un qui a une âme très cultivée dans l'horlogerie, très profondément maîtrisant toutes les finitions de l'histoire des siècles de l'horlogerie, avec aussi un understatement, une discrétion comme personne. Et ça sont les valeurs fondantes de la maison. Et après, clairement, je suis parti directement du produit parce que je sentais le besoin la maison s'était un peu perdue dans les années précédentes. On avait besoin de la recadrer dans l'âme de la discrétion et de la pureté horlogère pour un public d'aujourd'hui. Et ça, c'est le travail qu'on a fait. Le résultat, c'est la tonde APF. Et le résultat est arrivé à une vitesse supersonique quand même, parce qu'au bout de 14 mois, on voit donc cette nouvelle Tonda PF redessinée complètement, avec des complications inédites. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Parce que moi je suis tombé sous le charme directement. Je pense que c'est jamais vu dans l'histoire de l'horlogerie d'avoir une collection qui est née en si peu de temps. Oui. Il y a eu des facteurs qui ont rendu ça possible. D'abord, la disponibilité des mouvements qui étaient déjà en stock dans la maison. Et on a pu construire sur des mouvements magnifiques parce que la collection était fondée sur un micro-roteur en platine, montre ultra plat qui est magnifique, un chronographe 5 Hz intégré qui est phénoménal et le calendrier annuel qui est parti de la maison. Alors avec la chance d'avoir à disposition un peu de overproduction des années passées, j'ai pu me concentrer sur l'habillage et adresser tous les codes esthétiques de la marque qui étaient cachés dans la marque, mais elle était présente. J'ai réinventé, c'était là, on a donné des positions de clarté, de privilégier des choses vis-à-vis des autres. Surtout le logo, parce que le logo PF est inscrit dans cette ellipse parfaitement équilibrée selon la règle du nombre d'or, comme Michel aime faire. En réalité, c'était un poinçon de maître. C'était une chose technique pour passer les douanes qui était cachée derrière la montre. Elle était dans les masses oscillantes, dans la couronne des endroits invisibles. Et vu que le client est discret, vu que le client est raffiné, non ostentatoire, je trouvais très apaisant et élégant de le mettre à 12 heures dans le cadran pour véhiculer la marque, parce que la marque Parmigiani, c'est pour qu'il la possède, c'est pas pour ostenter. C'est pas show-off. Non, absolument. Avec Parmigiani, on ne fait pas un statement de pouvoir d'achat, on fait un statement de culture horlogère, c'est une autre chose. Non? Et après, le guilloché, c'était une autre expérience incroyable parce que la marque, le guilloché Grande Orge, le motif que nous avons sous le cadran, quand on fait du guilloché, c'est très raffiné, mais c'est très classique, c'est ancré dans des codes esthétiques du passé. Et on voulait amener le guilloché dans le XXIe siècle et on a fait ça
en miniaturisant le motif à un point qui est presque invisible parce que c'est une nuance. Ça dépend de la lumière, de l'angle du cadre, parce qu'il ne doit pas être invasif, il ne doit pas avoir il ne doit pas disturber la lecture de l'heure. Après, cet index écarté qui sont que une aide à lire l'heure. On n'a besoin que de 2 aiguilles pour lire l'heure. Alors, si on ouvre le cadran, on le fait devenir plus moderne, plus frais, plus contemporaine, on a donné plus d'espace à la beauté de la finition. Les index sont à cheval sur un minuterie qui est à un niveau inférieur. Ce sont tous des détails qu'on découvre gentiment en portant la montre, parce qu'ils sont là mais ils ne sont pas là. C'est une approche très sartoriale à l'horlogerie, si on peut dire comme ça. Et avec le confort du bracelet, je suis obsédé avec les bracelets ultra flexibles. C'est comme mettre un costume fait sur mesure. C'est la montre qui soit adaptée au poignet, c'est pas le poignet qui doit adapter à un arc et un designer a dessiné pour un bracelet semi-rigide, non, c'est pas ça. Et toute cette philosophie est devenue visible dans une collection parce que quand on décline les différents mouvements, on garde une rigueur dans l'exécution de cette philosophie esthétique qui est très très sévère. Je suis hyper... je n'ai pas de concession au design. Le design doit être pur parce que l'expérience doit être sublime. Et quand on fait de l'innovation technique, vous avez mentionné le GMT rattrapante qu'on vient de lancer. Même dans le développement d'une fonction, on peut interpréter ces valeurs de discrétion, ces valeurs d'élégance raffinée sans être invasif. Et le GMT rattrapante, que c'est une première mondiale, personne n'avait imaginé de sortir la fonction rattrapante du chronographe dans toute l'histoire de l'horlogerie. C'est quelque chose de tellement intuitif. Alors, comment est venue l'idée Alors l'idée est venue le 2e jour que j'étais à Fleurier et j'étais avec mon designer et on a parlé d'interpréter en fonction GMT parce qu'on avait marre d'être à la maison, on avait envie de voyager et on avait envie de dire mais qu'est-ce que c'est un Parmigiani GMT? Et ça doit être discret, ça doit être subtil, ça doit être... Et après on doit penser aux clients, alors on dit mais moi je voyage beaucoup, avant la pandémie c'était 30% de mon temps c'était loin de la maison, mais 70% de mon temps je suis à la maison. Alors pourquoi je dois avoir toutes les informations 24 heures day and night quand je suis à la maison? Je regarde l'heure de la fenêtre et je vois que c'est jour. Et alors on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever pour donner le plaisir de GMT aux besoins. Ça veut dire que quand on se sépare de la maison, on presse le poussoir à 8 heures. Il est à 8 heures pour une raison. C'est la position plus naturelle pour presser quelque chose quand vous avez un boîtier au poignet. Et en plus, il est très beau parce qu'il est dans la tâche-boîte qui est en forme typique de la Tonda. Et ça sépare l'aiguille supérieure qui cachait l'aiguille de l'heure de la maison, qui est dorée parce que la maison est la chose plus précieuse que nous avons. Absolument. Et ça doit être doré. Et tout ce que nous éloigne de notre maison, c'est blanc, en blanc, en gris. Et après, on a ajouté un monopoussoir dans la couronne qui, avec un système de rattrapante, il rattrape, ça veut dire que l'aiguille, il fait le chemin plus court pour arriver à la maison et c'est sur l'overlap à l'heure. C'est très instinctif, c'est très ludique, c'est très discret et c'est très élégant. Et ça, c'est le Parmigiani. Et c'est inédit. Et c'est inédit, parce que moi je refuse d'imaginer que l'horlogerie a déjà tout inventé. C'est pas vrai. On peut se projeter en avant en gardant notre tradition, parce que la tradition horlogère a une valeur inestimable. Et Michel, avec cette culture, il a dévoué sa vie à perpétuer l'art mécanique. Quand tout le monde allait quartz, lui il s'est mis à restaurer des pièces. C'est une indépendance d'esprit qui est folle, non? Et ça, c'est magnifique. Et on doit garder cette âme de se projeter en avant parce que, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi dans l'industrie, 9 clients sur 10, ils achètent des montres qui ne sont dessinées pas dans leur histoire, dans leur génération. C'est peut-être la seule catégorie au monde qui a cette chose. Non? Et c'est intéressant de dire est-ce qu'on peut faire des choses innovatives. Et tous les montres iconiques de l'histoire de l'horlogerie
il n'y en a pas aussi tant que ça. On peut dire une par décennie, deux, peut-être les années 70, on ajoute quelques-uns parce que c'était un moment de hyper-créativité et c'était être non commercial. Et je pense qu'on est at the verge à une autre décennie de créativité et grâce aux marques indépendantes qui ont le courage de faire des choses un peu plus innovantes. Alors justement, peut-être pour terminer et se projeter dans les chantiers sur lesquels vous travaillez, quelles sont les perspectives, à quoi travaillez-vous en ce moment pour Parmigiani Fleurier, après avoir remis cette nouvelle Tonda PF au cœur de la maison? En ce moment, je travaille pour le produire parce que nous avons eu un retour qui m'a surpris. Je viens d'un travail de 10 ans de repositionnement du marque. C'est un travail de fond, de longue durée. Et je ne m'attendais pas à un changement de perception d'un public si rapide. Ça veut dire que la marque était déjà dans l'esprit des gens, une marque très élevée dans le positionnement, dans la qualité, dans l'image. Elle avait besoin d'être un peu dépoussiérée peut-être, mais d'avoir une identité claire. Et dès qu'on a fait ça, on a eu un retour qui nous a surpris. Et aujourd'hui, on est en train de produire quelque chose qu'on avait décidé en juillet, et c'était avant de présenter. C'est pas qu'on retient le produit pour le rendre désirable, non, j'aimerais que beaucoup plus de monde puisse jouir de nos créations. Disons ça, c'est clair que je ne veux pas construire un assortiment qui plurifie les références, qui fait ainsi qu'il y a 1000 variantes. On n'a pas besoin de ça. Si on met des nouveautés sur le marché, c'est parce qu'il doit être intéressant, il doit être innovant, comme la GMT rattrapant, comme le squelette qu'on vient de présenter, que c'est une autre chose magnifique qu'on a présentée cette année. Parce que ce n'est pas la quantité de nouveautés qui fait l'intérêt des gens, mais c'est le jus, qu'est-ce qu'on met dedans. Et on va continuer dans cette direction. On va se rapproprier des montres qui sont des œuvres d'art grâce à la restauration. On a déjà fait une l'année passée, pour le 2 décembre, on a dévoilé la Rose Carrée, que c'est une montre de poche pour le 25e qui reprend un mouvement de fin du 19e, grand sonnet, répétition minute, dans un objet nouveau. C'est pas qu'on veut copier le passé et rééditer un réplique d'un style des siècles passés, ça ne m'intéresse pas. Par contre, de mettre un cœur ancien dans un objet qui va dans une direction de donner une émotion contemporaine avec tout le soin, tout le savoir-faire des artisans au sommet de leur métier. Ça, c'est quelque chose qui me rend fier, et Michel a accès et sait qui sont les personnes qui maîtrisent leur craft dans une façon extraordinaire. Bon, alors, on a hâte de découvrir la suite. En attendant, les nouvelles collections sont absolument superbes, et je suis très heureux d'avoir pu vous rencontrer, Ludo. Merci. Et j'espère qu'on se voit très vite pour les prochaines étapes du déploiement de Parmigiani Fleurier. Merci. Avec plaisir, et merci d'être avec nous à Watches and Wonders.